Bienvenue dans ce nouvel épisode de Slash. Aujourd'hui, on reçoit Mathieu Grimont-Pré, CIO et CDO du groupe ADO pour parler de transformation digitale et de tech à très grande échelle. Vous allez voir, je suis très heureux de te parler aujourd'hui, Mathieu. Alors évidemment, je connais très bien Leroy Merlin. J'y vais souvent comme beaucoup de Français. Je suis un client fidèle. On n'est pas là pour parler de ça. Je suis très content parce que j'ai découvert des choses passionnantes sur ADO, donc la maison mère de Leroy Merlin et d'une dizaine d'autres marques qu'on connaît beaucoup. Moi qui suis un geek notoire, un peu comme toi aussi, je crois, on regarde toujours ce qui se passe du côté de la Silicon Valley, de ces énormes boîtes souvent américaines. Et là, j'ai découvert qu'en fait, on avait une big tech chez nous, en France, à Lille. Et j'ai tout simplement halluciné. Les chiffres donnent le tournis, j'en rappelle quelques-uns. C'est quand même plus de 1200 magasins, 115 000 collaborateurs. Je ne sais même pas à quoi ressemble votre logiciel RH, je ne veux pas savoir. Une plateforme web d'un top 3 national en termes de trafic. Et tu vas peut-être nous dire, même mondial, la position doit être assez importante. 11 pays, 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires, plus de 1000 développeurs et donc des enjeux tech absolument colossaux. Moi, j'ai halluciné en découvrant ces chiffres. Alors pour toi, peut-être que maintenant, t'es blasé, ça fait partie de ton quotidien. Ou non, tu te rends compte encore de la portée du groupe aujourd'hui sur le digital? Oui, bonjour Christopher, enchanté. Ça s'est construit au fil du temps. En fait, c'est pas une surprise parce qu'on l'a vu grandir. En fait, cette entreprise, elle a beaucoup grandi depuis une vingtaine d'années. On s'est beaucoup développé à l'international. On fait un commerce qui est assez complexe. Donc, c'est ça qui fait un peu notre singularité et qui fait qu'on a besoin d'outils digitaux très divers. En fait, on pourra peut-être rentrer dans le détail dans l'après-midi. Mais notre type d'IT est un peu singulier. C'est pas un e-commerce classique. On est parti d'un retailer classique, évidemment, brick and mortar, comme on les appelle. On avait de l'IT pour ça, des caisses, des systèmes logistiques, des entrepôts, du procurement, des appros. Mais évidemment, on s'est pris la vague e-commerce dans les années 2005-2010, on va dire. Il a fallu s'adapter. Et puis, on a continué à développer. Et en top de ça, en fait, effectivement, on a commencé à développer nos propres outils parce qu'on a des besoins très complexes. On va y revenir. Et donc, toi, Mathieu, tu es au centre de tout ça, en ta qualité de CIO, CDO du groupe. Tu nous dis juste le CI, le I de CIO, ça correspond à... Information, ouais. En fait, moi, j'ai la casquette Digital Data Tech. Maintenant, on l'appelle comme ça. C'est vrai que les termes CIO, CDO ont un peu changé au fil des dernières années. Je représente vraiment l'apport technologique pour les gestes métiers de l'entreprise. Donc, je suis au COMEX, je discute beaucoup avec mes collègues du marketing, de l'omnicommerce, HR, supply chain, centrale d'achat, construction de nos propres produits, et donc ce qu'on appelle nos marques propres. Toutes ces personnes, en fait, ont toutes besoin de technologie. Il n'y a plus un geste métier aujourd'hui chez nous qui se fait sans ordinateur, sans technologie, bientôt avec les IA. Et donc, mon travail, en fait, c'est d'apporter des solutions à chacun d'entre eux. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours, ce que tu faisais même avant d'intégrer le groupe ADO? Et je crois savoir aussi que tu as connu plusieurs vies au sein du groupe ADO. Est-ce que tu peux nous raconter un peu? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé avec une école d'ingénieur en réseau et télécom, ici à côté à Lille. J'ai fait des stages chez Microsoft. Donc, j'étais en Irlande à la traduction de Hotmail dans les années 2000. Ok. Donc, c'était super enrichissant. Ensuite, je suis parti dans les années 2000, early 2000, à San Francisco, dans une start-up. On était dans les premières start-up à vendre du parfum sur Internet, qui s'appelait if.com. Pareil, c'était une expérience un peu géniale. Bon, éclatement de la bulle, donc c'était assez shaky, on va dire, comme expérience. Et là, C'était à l'américaine, je veux dire, ça y est, plus de financement, plus rien, plus de clients. Ah C'est ouais, non, comme l'image qu'on s'en fait, tu prends ton carton, c'est et tu exactement comme retournes ça. sur le parking, tu Oui, retournes c'est chez toi. exactement comme ça. En fait, un jour, ils nous ont dit, voilà, l'entreprise a un nouveau destin, vous pouvez prendre ce qu'il y a sur votre bureau. Ouais. Et voilà, donc moi j'avais 24 ans, 23 ans, c'était assez étrange à vivre. Alors je pense que maintenant, dans 2025, il y a beaucoup plus d'expérience, hein, mais dans les années 2000, l'entrepreneuriat digital, c'était encore très niche, on va dire, et c'était donc très déconcertant comme expérience, mais ça m'a beaucoup appris sur beaucoup de choses. Et
il s'est avéré que j'étais en train de fermer mon compte aux US, je reçois un coup de fil, un ancien maître de stage de Leroy Merlin me dit « Mais moi, j'ai un stage super en cyber sécu, est-ce que tu veux venir ?» Moi, je dis « Bah oui, voilà, je suis dispo là maintenant. » Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps. Ouais. Ça fait donc maintenant 25 ans que je suis là. J'ai fait effectivement énormément de missions. Donc j'ai commencé comme responsable sécurité, réseau, cyber, ce qui était un peu ma spécialité d'ingénieur au départ. Ensuite, j'ai pris la direction de tous les projets technologiques. Donc vraiment l'implémentation très infra, très développement des projets. Donc j'en ai fait plein. Des ouvertures de pays, des ouvertures de fidélité, d'encaissement. Enfin, on a ouvert l'Ukraine, la Russie à l'époque, la Turquie, des acquisitions de boîtes. Enfin, voilà, on a fait vraiment beaucoup de projets. J'ai fait ça une petite dizaine d'années. Ensuite, on m'a proposé d'être architecte d'entreprise. Donc, je commençais à avoir un peu une vision assez large du système d'information. Architecte d'entreprise. Alors. Ouais, architecte d'entreprise, c'est une discipline de l'IT qui, en gros, mappe tous les processus métiers avec les outils qui vont en face, les interfaces à faire. Donc, c'est vraiment le grand urbaniste, le cartographe des systèmes d'information. Ça permet d'avoir une vision très large de ce qui se passe dans l'entreprise. Et puis, il y a une opportunité, en fait, voilà, rencontre de personnes. En 2011, fin 2011, on me propose de prendre la direction du Brésil. Donc, on est une entreprise qui était très décentralisée. Leroy Merlin avait autant d'entreprises, autant de systèmes d'information qu'il y a d'entreprises. Donc, tu vois, un système d'information très éclaté, et pas au sens moderne des termes. Pas éclaté au sol, voilà. C'est ça. Et en fait, donc je vais là-bas parce que le CEO pardon, s'est dit, moi, mon système ne marche plus, il y a des gros problèmes, il faut que je refonde tout. Et donc, est-ce que tu peux m'aider? Moi, je me dis, bon, j'étais avec mon épouse, on se dit, ok, on y va, quoi. On voyageait déjà beaucoup, on aimait ça, donc on prend le challenge. Et c'était au départ pour quelques années, puis ça a duré 6 ans. Donc je suis revenu avec une grande expérience et 2 enfants. Et on a fait. Ils sont nés au Brésil. Ils sont nés au Brésil, oui, mes 2 enfants. La classe. Ouais. Ouais, c'est eux qui peuvent. Et en fait, voilà, on a fait une transformation intégrale du système d'information là-bas. C'était super. Et puis, en fait, il y a eu un changement de direction générale ici au niveau d'ADO à peu près en 2017. Et Philippe Zimmermann, à l'époque, le nouveau CEO, a fait la visite de toutes ces business units. Et puis, forcément, mais il trouvait que c'était pas mal. Enfin, j'imagine qu'il a trouvé que c'était pas mal ce qu'on avait fait là-bas. Et il m'a demandé, bon, voilà, est-ce que tu peux revenir et faire ça pour le compte du groupe? Et donc, du coup, je suis passé d'une échelle, une BU, à l'échelle d'ADO au complet. Et c'est ce que je m'attelle à faire depuis 7 ans maintenant. C'est quand même assez hallucinant aussi, ce parcours que tu as eu au sein du groupe. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est encouragé au sein du groupe, cette mobilité interne, de pouvoir même parfois changer de pays? Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais eu un parcours similaire dans d'autres groupes? Alors, je connais pas beaucoup d'autres groupes. En tout cas, si je peux donner un conseil à ces groupes, c'est de faire ça. C'est hyper enrichissant. On a même mis aujourd'hui, nous, dans nos parcours d'IPO, pratiquement le fait que ce soit mandatory de IPO, peut-être High Potential. Donc vraiment nos jeunes talents qu'on détecte le plus tôt possible. Les parcours qu'on appelle parcours zigzag, c'est-à-dire tu changes de mission, tu changes de contexte, tu changes de pays, sont ultra favorisés. Ou en tout cas, c'est des accélérateurs de carrière énormes. Parce qu'en fait, le changement de contexte, c'est pas tellement tant un changement de contexte d'entreprise ou de connaissance du métier, mais c'est aussi un changement de contexte culturel. Et savoir travailler dans des autres cultures, savoir travailler dans une autre langue, ça te force à être simple, ça te force à être concis, ça te force à être clair dans ta vision. Et ça, c'est des traits de leadership qui sont hyper valorisés et qui servent énormément pour le reste de la carrière. Donc, c'est des parcours qu'on incentive très fortement, oui, depuis longtemps. Est-ce que tu as imposé le portugais à ton retour en France parmi tes équipes? Alors, on me l'a imposé quand je suis arrivé là-bas, parce que clairement, au Brésil, c'est pas trop possible de travailler en anglais, ou c'est assez difficile. Et puis pour vivre au quotidien, c'est beaucoup plus simple. Heureusement, c'est une langue qui n'est pas trop compliquée à apprendre. Mes collègues qui ont été expats en Russie ou en Pologne ont plus bavé que moi. Mais non, oui, par contre, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont revenus avec moi. Donc, j'ai quelques... Et puis, j'imagine que le groupe t'a aussi accompagné dans cet apprentissage de la langue étrangère et tout, pas laissé Non, le groupe fait les choses bien, vraiment, on est super bien encadré. La philosophie de l'expatriation, c'est vraiment, on envoie quelqu'un
pour qu'il transmette une culture et qu'il ait de l'entreprise, et il doit être 100% à ce travail-là. Donc tout ce qu'on peut faire pour l'aider à côté dans sa vie sociale extra, comme les langages, mais aussi l'école des enfants, c'est pris en charge, et ça, c'est très, très important. Qu'est-ce qui te motive à fond, là, en ce moment, dans ton quotidien ici, chez ADO, en ce moment? En fait, ce qui me motive dans mon métier en général depuis le début, et je pense que ça ne fait que s'accélérer, c'est ça qui, je pense qu'on a une chance énorme, nous, d'être nés dans cette vague de technologie dans les années 2000 et qui continue aujourd'hui, c'est qu'on transforme le quotidien de chaque personne. En fait, ça fait 25 ans maintenant que je fais de la tech, et apporter des outils au départ web quand il n'y en avait pas, ça a changé la vie des gens, les emails, puis les mobiles. Quand j'ai commencé au Brésil, typiquement, mon premier grand projet a été de transformer la vente en vente mobile. Et ça a complètement changé la manière que tous nos assistants, tous nos conseillers de vente en magasin pouvaient répondre. Toi qui es client, ça voulait dire je suis dans le rayon, je te réponds, et je ne t'emmène pas à un ordinateur qui est 25 mètres plus loin, en train de faire la queue avec d'autres gens. Donc c'était vraiment fluidifier la vie de tous les gens. Et c'est ça que la technologie apporte. Quand tu dis mobile, c'est littéralement avec un mobile à la main pour aller interroger la base de données, rechercher une référence, etc. Complètement. Et l'idée à l'époque, et qu'on est en train aussi de pousser ici, c'est vraiment une expérience seamless entre le web et le magasin. Que toi, si tu as trouvé un produit qui t'intéresse sur Internet, parce que 90% des gens cherchent sur Internet avant d'aller dans le magasin, eh ben le vendeur, lui, il ne se sent pas amoindri avec son système d'information. Il a le même que toi, il a les mêmes images, il a les mêmes produits. Et donc, on a changé la vie un peu des gens comme ça, mais c'est vrai pour toute technologie, tout métier. Et ce que je trouve génial dans mon métier, c'est qu'en fait, maintenant, on est en train de vivre une sorte de deuxième vague, ou une de plus, qui est avec l'IA. Et on est en train, à nouveau, de rechanger ou d'améliorer la vie quotidienne de tous nos collaborateurs grâce à des outils qui sont craftés et bien faits pour eux, quoi. Alors, les enseignes du groupe sont historiques pour la plupart, tout le monde les connaît, les Français y vont tous régulièrement, que ce soit dans les boutiques ou sur Internet, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point le groupe est aussi un acteur majeur du digital, vraiment, non seulement en France, mais aussi mondial. Tu vas me corriger, mais en faisant mes petits calculs, il me semble que le chiffre d'affaires en ligne, c'est quasiment 3 milliards d'euros par an. 3 milliards d'euros, je redis, c'est juste énorme. Comment tu résumerais la stratégie digitale d'ADO? En fait, on a une stratégie qu'on appelle omnicommerce. Évidemment, on regarde notre commerce en ligne parce que notre principal concurrent est Amazon, et on vend énormément de produits qui sont en compétition directe avec Amazon. Mais une énorme partie de notre chiffre d'affaires, c'est aussi des projets clients. Donc en fait, des projets clients, c'est tu changes ta cuisine, tu changes ta salle de bain, et tu ne vas pas acheter l'intégralité de ton projet en ligne. Donc en fait, on regarde effectivement les 3 milliards qu'on fait sur les 30, qui est 10%, mais ça pourrait être demain 15, 20. En fait, on a envie de grandir. Ce qui est intéressant, c'est que plus de 80% de nos clients regardent le site web, donc regardent ton outil digital avant d'aller en magasin. Commencent leur projet online et le finissent en magasin. Donc l'impact financier du digital est beaucoup plus large que les 3 milliards dont tu parles. Donc on est très fiers effectivement d'être un bon e-commerçant, on va dire, et de ne pas être endetté, d'avoir vraiment quelque chose de compétitif sur ce channel-là. Mais en fait, l'approche de notre métier, il est beaucoup plus omni-commerce, en fait, et notre stratégie, elle repose sur une expérience end-to-end, en fait. Apporter, avec notre marque, une solution au client, quel que soit son médium, quel que soit son channel. S'il décide de commencer sur son mobile pour s'inspirer, puis construire son projet 3D à sa maison tranquille dans son canapé, et de finir son projet dans le magasin avec un expert, eh ben, ça doit être le plus seamless possible. Et mon travail, ça consiste à faire rendre ça le plus seamless possible pour tout le monde. On parle beaucoup de transformation digitale, et l'un des grands axes de transformation digitale d'ADO, c'était aussi l'arrivée des marketplaces, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas forcément vendus directement par Leroy Merlin, mais par des partenaires tiers. La transformation digitale, c'est aussi accompagner ses clients dans des nouvelles pratiques de commerce. Comment vous avez fait cette transition qui aurait pu ne pas être très claire pour certains clients qui ne comprenaient peut-être pas qu'un tel produit finalement n'était pas vendu directement par Leroy Merlin. Et j'ai l'impression que ça s'est fait de manière quand même très fluide. Est-ce que tu as des éléments de coulisses à nous donner? Oui, bien sûr. La marketplace, c'est un long processus de maturité. Faut pas, on y a pensé il y a très longtemps avant de la sortir. Il y a eu effectivement beaucoup de discussions internes. Quelle est la position de Leroy Merlin par rapport à d'autres sellers?
Et au final, on s'est dit, mais quelle est la proposition de valeur de la marque? En fait, la marque doit rester cohérente aux yeux du client. Donc, ce qu'on propose dans notre marketplace doit être cohérent avec ce qu'on propose comme enseigne. Donc, on fait très attention à ce qu'on vend en marketplace pour que c'est toujours du sens aux yeux du client et l'image de marque qu'on veut donner de la boîte. Après, il faut être pragmatique. Si tu ne trouves pas, tu vois, je prends souvent cet exemple, les ampoules que tu mets dans ton four. En fait, c'est très difficile à trouver. Puis en fait, ça ne casse pas souvent. Donc avant, on les stockait dans le magasin, mais on en vendait 1 ou 2 par an. Donc ce n'était pas très, très économiquement intéressant de les avoir. C'est typiquement des produits que tu peux mettre en marketplace ou tu peux mettre en entrepôt, mutualisé pour tout le monde. Et il y a plein de produits comme ça qui ne sont pas nécessaires d'être dans tous nos enseignes physiques. Donc la marketplace, c'est devenu, on appelle ça nous un super pouvoir pour le vendeur de dire oui à tout. C'est-à-dire qu'il est capable de trouver une solution tant que ça reste dans l'univers de l'amélioration de la maison. Et c'est ça notre vraiment vision, c'était de dire restons cohérents sur la marque. Les gens nous connaissent pour ça, ils connaissent nos valeurs et ça, rien de ce qu'on propose en digital ou ailleurs doit affecter ça, doit le renforcer mais pas l'affecter. C'est quoi concrètement transformer un groupe aussi vaste qu'ADO? Quand on parle de transformation, on peut se dire qu'on passe d'un état A à un état B. Et bon, une fois qu'on arrive à l'état B, c'est terminé. Mais on sait très bien, toi et moi, que c'est jamais terminé. La transformation, elle est continue, quasi infinie. Donc, c'est quoi concrètement la transfo digitale chez ADO? C'est beaucoup d'accompagnement humain. Alors il y a plusieurs niveaux. Je pourrais te répondre avec la casquette IT où c'est transformer 23 systèmes d'information, 23 entreprises en quelque chose de plus rationnel, de plus optimisé, de plus moderne pour tout le monde, puisqu'on a des vieux legacy. Voilà, on peut faire toute une discussion technologique. Mais je pense que c'est aussi une transformation humaine, en fait. C'est continuer à acculturer l'entreprise à l'ère du temps et à l'utilisation optimale des technologies. Et en fait, il faut être très pragmatique pour faire ça. Tu utilises un mobile au quotidien. Pourquoi tu n'as pas de mobile sur ton travail? Tu utilises maintenant aujourd'hui l'IA au quotidien. Pourquoi tu n'as pas d'IA sur ton travail? Et donc, en fait, tu ne peux pas avoir une expérience professionnelle qui est décorrélée d'une expérience personnelle. Et tes clients, ils utilisent l'IA. Tes clients, ils utilisent les mobiles. Donc, si tu n'as pas d'app et que tu n'es pas là pour avoir une bonne expérience mobile, en fait, tu disparais de la tête des gens. Et nous, au final, notre grande motivation, c'est d'être présent. En fait, on est présent physiquement et c'est une grande chance. Tu nous connais, on a le triangle vert, tu roules sur les autoroutes, tu nous vois. Mais si tu nous oublies digitalement, en fait, tu vas sortir loin petit à petit de la tête. Et donc, la présence de marque et l'avenir de l'entreprise, elle est sur le fait d'être présent dans la vie des gens. Et donc, ça nécessite des technologies. Donc, la transformation, c'est amener tout ça à tous les acteurs de l'entreprise. J'imagine qu'il y a eu aussi beaucoup de travail effectué auprès des collaborateurs pour les accompagner dans cette transfo digitale, dans l'évolution de leur métier. On sait que c'est humain, certains sont plus réfractaires que d'autres aux nouvelles technologies, aux innovations. Ça s'est bien passé globalement ces dernières années? Eh ben, écoute, il y a un truc que j'ai découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, qui est une discipline qui a changé ma vie de leader digital, c'est l'UX. En fait, quand tu comprends profondément l'UX, tu résous plus de la moitié des problèmes de change management. Quand tu co-construis avec tes équipes via des ateliers d'UX, c'est quoi l'outil de vente qui va te faciliter la vie? Eh ben, t'as pas de frein à l'adoption, puisqu'ils l'ont co-construit avec toi. Aujourd'hui, nos nouveaux outils de vente, c'est même pas 1 heure de formation. Et je prends souvent l'exemple, toi, quand tu downloads une appli sur ton app, t'as pas de training. Je veux dire, si elle te sert pas, tu l'utilises pas. Mais si elle te sert et qu'elle t'améliore ton travail au quotidien, eh ben, tu l'adoptes. Et nous, notre travail, c'est de fournir ça. Je veux dire, si je fais une application qui ne marche pas, qui est rejetée par les utilisateurs, je la retravaille et je l'enlève. Je la force pas, en fait. Une transformation digitale, c'est pas forcer les gens à faire des processus ou à utiliser des processus qui ne fonctionnent pas pour eux. C'est mettre la chose la plus intelligente, technologiquement avancée, pour améliorer la vie au quotidien de nos équipes, quoi. Alors là, si tu devais parler à des profils tech qui sont un peu extérieurs à ADO, qu'est-ce qui rendrait leur mission particulièrement intéressante? On a beaucoup de profils qui rêvent de start-up. Je pense que c'est intéressant. Aujourd'hui, ADO, c'est 300 produits digitaux. On en fait 70% à peu près de make, c'est-à-dire qu'on les code nous-mêmes. On est full cloud, full native.
on est sur toutes les dernières technos partout. Donc on a fait vraiment un gros travail déjà de décommissionnement de legacy, comme on appelle, donc pour plus trop travailler, alors il nous en reste encore, hein, c'est pas évident, ça prend du temps, mais pour travailler sur des technos modernes. Mais je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est que quand tu as une marque comme ça, en fait, tu travailles sur un landscape qui est hyper large. C'est-à-dire que ce que tu fais a de l'impact. Quand tu vas créer un moteur de notre moteur de recommendation engine en AI, l'équipe qui l'a fait, en fait, elle génère 20 millions tous les mois en plus. Donc ça, c'est des choses qui, tu vois... Donc vous avez mis ça dans votre panier, vous aimerez sûrement aussi ceci, ou pour compléter, j'imagine, c'est Voilà, une notion qui c'est au-delà de juste de l'envie et de tiens, vous allez aussi aimer ça, c'est vous allez peut-être aussi avoir besoin de ça. Voilà. Et effectivement, parce que nous, tu vois, c'est pas de la fashion où parce que tu aimes bien cette chemise, je vais t'en proposer une autre. Parce que si tu as acheté une salle de bain, je vais pas t'en proposer une autre. Non, bien sûr. Donc le principe, c'est... Vous aimeriez sûrement cette cuisine. Voilà. Donc on est beaucoup plus sur des complémentaires. N'oublie pas ça dans ton projet. Tous les clients qui ont acheté ces combinaisons de produits, ça fonctionne mieux. Donc tout ça, c'est personnalisé pour notre shopping. Et c'est donc des algorithmes complexes, pour ça qu'on les fait. Mais ce que je trouve génial, c'est que voilà, les mecs qui bossent là-dessus, quand ils mesurent 1-2% d'amélioration en conversion ou ailleurs, ça se chiffre tout de suite énormément. Parce que, et comme tu le dis, on a énormément de clients, énormément de footprint. Et donc, le terrain de jeu est énorme. Et donc pour les développeurs, ça, c'est un premier truc génial. Et le deuxième, c'est qu'en fait, on favorise quand même pas mal la mobilité entre équipes. Donc, si tu veux bosser un jour sur, je sais pas, l'amélioration du forecasting pour les entrepôts, tu peux aller dans l'équipe supply chain et tu travailles sur ces algos-là. Si tu veux travailler sur l'UX pour les suppliers, tu vas sur le portail supplier et tu bosses sur l'UX. Donc, tu travailles sur toute la chaîne, en fait. Tu n'es pas à résoudre un problème dans un SaaS, sur une startup, sur une niche. Je dis pas que c'est... Ouais, c'est hyper intéressant. Tu répondais à une question que je ne t'ai pas encore posée, mais j'avais prévu de te la poser. Mais justement, c'est sur comment tu t'assures que les équipes travaillent sur des projets qui les passionnent, qui les motivent, qu'ils aiment. Donc, tu as répondu en partie. J'imagine que toi aussi, côté manager, tu dois t'assurer que les équipes soient suffisamment bien populées, on va dire, qu'il y ait suffisamment de ressources dans chacune des équipes pour mener à bien les projets. Donc, comment tu associes les envies et les besoins? Je pense que c'est une quête permanente. Je pense que c'est même la fonction première d'un organe de direction, c'est trouver le bon équilibre. Et c'est un déséquilibre permanent parce que tu as des projets qui sont en nécessité, qui ont besoin d'avoir des ressources. Des fois, ce n'est pas les plus funky, mais il faut aller les faire. Tu as d'autres nouvelles innovations où tout le monde aimerait aller, mais certaines ne sont pas forcément rentables, ne sont pas au bon moment avec les besoins du business. On essaie vraiment de gérer ça au mieux. Moi, je suis très en faveur de la mobilité. Il y a quelques années, je pousse encore aussi l'open source interne pour que tu puisses contribuer d'un produit à un autre. Donc, tous nos code bases sont assez ouvertes entre les produits pour que tu puisses toi-même coder dans l'API du produit à côté si tu as besoin d'un truc. Donc, on essaie vraiment d'être très moderne et très fluide là-dessus. Mais il faut qu'il y ait quand même une forme de stabilité. Quand tu travailles sur un product, il ne faut pas que tes têtes pensantes, elles changent toutes les 6 mois, que ta vision de product, elle change tous les 6 mois. Donc on essaie de vraiment garder cet équilibre. Il y a des rotations, puis tu as des produits où les mecs, ils adorent leur truc, ça fait des années qu'ils sont dessus, et ils n'ont pas trop envie de changer. C'est pas grave non plus, il n'y a pas de problème. Tu parlais tout à l'heure de Make. Donc Make, c'est quand vous développez vous-même des produits quasiment from scratch, avec des langages courants, mais c'est de la propriété intellectuelle que vous fabriquez. Pourquoi ce choix d'ADO de privilégier le Make, comme tu dis, plutôt que de faire appel à des solutions extérieures? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, historiquement, j'ai pris ces décisions, c'était plus pragmatique et empirique. C'était à force de constater qu'on customisait tout le temps, tout ce qu'on achetait. Au point d'avoir même des éditeurs qui nous disent « Bon, écoutez, les supports, c'est fini, parce que là, votre truc, ça ressemble plus du tout à mon soft de base. » Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est la prédictibilité financière. Je veux dire, tu as quand même des agissements de certains partenaires sur les prix de licence qui peuvent monter. On connaît l'histoire de Broadcom avec VMware, par exemple, qui a explosé ses licences. Donc, c'est des choses que tu peux pas tu dois te protéger sur ces choses-là. Surtout sur ce qu'on appelle le cœur différentiel.
c'est-à-dire tes logiciels qui sont un différentiel compétitif. Et c'est mon troisième point, c'est que si tu veux, par exemple, avoir une plateforme web, comme tu dis, troisième française, j'ai regardé aujourd'hui, en e-commerce, plus de 30-40 millions de visites mensuelles, elle doit booster. Si tu prends quelque chose du marché, c'est forcément un peu plus générique. Que t'es SAP, t'es Demandware, t'es n'importe qui, tu vas essayer d'avoir une plateforme web qui marche à plein de clients, que tu vas pouvoir vendre à plein de clients. Nous, la nôtre, elle est très spécifique. On doit vendre des perceuses, un peu comme Amazon, mais on ne doit pas vendre des salles de bain comme on vend des perceuses. Donc comment je crée en fait des templating, comment je crée une expérience craftée exactement pour mon métier si j'en ai pas la maîtrise en fait. Et ça, c'est ce qui a fait que notre colonne vertébrale, vraiment, si je prends expérience web, expérience magasin, une bonne partie de la supply chain et l'expérience de la centrale d'achat, en fait, vraiment la colonne vertébrale de notre système d'info, c'est pratiquement que des solutions qu'on Puis achète. je me mets à la place d'un dev, il doit y avoir aussi une certaine fierté à coder soi-même, enfin avec son équipe, ses collègues, une stack qui assure autant de transactions, autant de chiffres d'affaires, voilà, plutôt que d'aller chercher des solutions qui existent déjà sur le marché, qu'on va devoir customiser. Non, il y a une fierté quand même. Oui, je suis convaincu. Je pense que beaucoup d'entre eux se rendent compte effectivement de l'impact qu'ils ont. Souvent, en fait, c'est à travers les métriques que l'on suit, le chiffre d'affaires à la minute. Maintenant, on en est là à regarder un petit peu tout ce qui passe, qui se disent effectivement, il y a beaucoup de transactions et je suis responsable. Mais ils prennent ça très sérieusement. Donc, j'imagine que le soir, autour d'une bière, ils sont très fiers de ce qu'ils font. Et moi, je suis en tout cas très fier d'eux parce qu'on fait des trucs, ils font des trucs fantastiques. Mais c'est vrai qu'ils ont la tête dans le guidon et c'est bien des fois de prendre du recul sur ce sujet. Mais oui, je pense que les équipes sont très fières de ce qu'elles font. Alors peut-être que je vais délirer dans ma question, mais quand je vois un peu, moi, dans mon univers, celui des médias, il y a un gros média digital aux États-Unis, qui est, il me semble, le Washington Post, qui a développé son propre CMS, donc Content Management System, donc c'est ce qui fait tourner leur site web, qui était tellement performant qu'ils se sont mis à le proposer au marché. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'ADO soit aussi une boîte tech qui fournit des solutions à des tiers? On en rêve, on aimerait bien. On ne se l'interdit pas. Alors moi, j'ai une approche encore une fois, très pragmatique sur le sujet. D'abord, je dois finir la transformation de ceux qui ont payé pour ces technos. Donc, c'est nos magasins, c'est nos utilisateurs. Et c'est eux qui attendent les outils parce qu'on n'a pas fini de les mettre partout. Donc, c'est eux qui seront servis évidemment en premier. L'avantage de penser à un software qu'on devrait externaliser ou qu'on pourrait externaliser, c'est surtout l'apport de qualité en fait, que ça impose. Parce que faire un software en interne pour sa boîte, c'est une chose. Le commercialiser, c'est autre chose. C'est d'autres engagements, c'est la gestion des opérations, la gestion des demandes. Tout ça prend une dimension encore plus complexe. Donc on commence à regarder tranquillement qu'est-ce que ça voudrait dire, pourquoi on le ferait. On partage aussi des softwares avec des anciennes du même actionnaire, puisqu'on est tous actionnaires de l'association Famille C'est ce que Immobilier. j'allais dire, ouais. Donc là, on partage des choses déjà. On travaille déjà sur des sujets comme ça, comme Values, typiquement notre boîte de retail média. Une partie des softwares de Values vient d'ADO. Donc c'est des choses que l'on fait, mais c'est pas un but en soi. C'est un peu une étoile polaire, là, une étoile à suivre, mais une North Star, comme on dit chez nous, mais c'est pas l'objectif absolu. Parlons un peu d'humain maintenant, Mathieu. On sait que dans ces métiers de la tech et du digital, où il y a parfois une certaine tension sur le marché de l'emploi, on va pas regarder uniquement le niveau de salaire, mais aussi les conditions de travail, l'environnement, qu'est-ce qui est mis en place pour les collaborateurs, est-ce que la collaboration est favorisée, etc. Donc c'est quoi l'ambiance un peu? Raconte-nous un peu, c'est quoi l'ambiance dans tes équipes chez ADO? Écoute, je fais tout pour qu'elle soit la meilleure possible. C'est un challenge. Je sais que par moments, comme toute boîte, on est tendu. Il peut y avoir des tensions, il y a beaucoup de challenges, on a beaucoup de choses à délivrer. Mais j'essaye de faire en sorte que les conditions de travail soient le plus facilitées possible. Donc effectivement, on a les modalités de télétravail un peu comme dans toutes les boîtes maintenant. Les locaux ici sont plutôt cool. Tu es là chez nous, tu peux visiter. C'est plutôt C'est bien. très sympa, hein, quand je suis rentré. Ouais. En plus, en ce Je me moment, on voyais est bien dans bosser ici, en tout cas. Merci. On est dans notre Dev Summit, donc on est vraiment sur l'événement de l'année où on a nos propres équipes, font des confs. Donc on prend un moment de break, entre guillemets, pendant toute une semaine où tout le monde se rencontre. Donc c'est des événements comme ça qui créent du lien, qui créent aussi un peu des sas de décompression, où on n'est pas le nez dans le guidon sur son product, sur son quarter plan. Voilà. Ce que je peux te dire également, c'est qu'on met
énormément de moyens en training. Moi, c'est crise Covid ou pas, sur les 7 dernières années, c'est un budget que j'ai jamais baissé de ma vie. Donc on a certifié des dizaines et des dizaines de personnes sur l'IA, sur le cloud, sur l'architecture cloud, les microservices, etc. On fait énormément de formations, internes, externes, pour rester up-to-date. Tu vois, je pense que c'est un investissement. Enfin, moi, je le vois comme un Bien sûr. investissement. Bah, quand tu construis autant de software, c'est pour des années, et donc il faut que les choses soient carrées. Ça, et bien pareil, c'est maîtrisées. les collaborateurs qui choisissent, qui font des demandes de formation. On a plusieurs tracks. En fait, on a effectivement donc déjà des tracks engineers, des tracks product, hein, pour que tu puisses te former. On a un catalogue. Et puis après, chaque manager a aussi une forme d'incentive. S'il voit qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu à la traîne dans son équipe, il va lui recommander quelques formations. En tout cas, c'est ce que moi je demande. Donc oui, on suit ça de près. Et évidemment, est-ce qu'il y a un baby-foot? La question. Et il doit entraîner un quelque part. Alors, on en a eu, mais franchement, c'est pas. Je pense que les collabs sont pas en demande de ça aujourd'hui. En tout cas, C'était vraiment une boutade. Parce que justement, c'était un peu l'équipement stéréotype de la start-up. Table de je pense ping-pong que et baby-foot. Voilà. il me semble qu'il y en a un bureau, il y en a Je encore. vais leur mettre un baby-foot, ils seront contents. Mais évidemment qu'on est au-delà de ça aujourd'hui. Ouais, non, moi je pense que ce qui est le premier facteur, c'est est-ce que tu as un bon manager? Est-ce que tu bosses avec une bonne équipe, des mecs sympas? Je pense que c'est le premier truc le plus important, quel que soit l'environnement. Après, est-ce que le projet d'entreprise est clair? Moi, c'est ça que je m'évertue à faire le plus possible. C'est je ne change pas de direction. Ça fait 7 ans que je dis la même chose. C'est là qu'on va. Alors là, j'ai mis un petit peu d'emphase en ce moment sur l'IA parce que franchement, la vague, elle est quand même très costaud. Donc pour expliquer aux équipes qu'il faut y aller. Mais ce qu'on fait, ce qu'on cherche à faire avec l'enseigne, avec nos outils digitaux, ça n'a pas changé depuis 7 ans. Donc, tant que tu as cette cohérence, après, voilà, tu as du boulot à abattre, tu as des business units à migrer, tu as des features à shipper. Faisons-le, quoi. On en parlait un peu ensemble il y a quelques jours. Je trouve ça quand même super de travailler en tant que dev, hein, de bosser sur des sujets aussi passionnants, aussi innovants, tout en ayant quand même un cadre de vie qui n'est pas le cadre de vie parisien avec tout ce que ça entraîne en termes de stress, mais de coût aussi de la vie au quotidien. Est-ce que tu as peut-être des histoires à nous raconter de collaborateurs qui n'étaient pas forcément de la région de Lille, qui sont venus chez ADO, qui ont découvert la région et qui en sont presque tombés amoureux? Je ne veux pas faire un remake de Bienvenue chez les Ch'tis, mais c'est vrai que souvent, quand on se dit que si je veux un taf, bosser sur des missions, notamment dans la tech, un peu innovantes, un peu intéressantes, je suis obligé d'aller à Paris. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. On a des exemples de personnes qui se déplacent. C'est pas forcément possible pour tout le monde, mais on a également pas mal de Parisiens en fait, qui bossent maintenant, qui vivent à Paris et qui bossent chez nous. Donc ils prennent le train, ils font du remote, parce que le conjoint peut pas bouger, pas mobile. Donc voilà, il y a plein de cas de figure. Moi, je suis assez à l'aise là-dessus. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une consistance d'équipe, d'avoir vraiment une ambiance. Mais oui, je pense que certains affectionnent le fait que l'environnement extérieur à l'entreprise soit plus tranquille. Et j'aimerais aussi revenir sur les opportunités à l'international. Là, par exemple, ici, sur le campus, il y a combien de nationalités différentes? C'est une bonne question. Tu me prends un peu au pied. À froid, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a t'as des Brésiliens, tu as des Chinois, tu as des Russes, tu as des Portugais, des Italiens, des Espagnols. Donc tu as beaucoup des pays où on est. On est où on était. Alors, c'est pas, malheureusement, on n'est pas full international. Tu vois, quand je te parlais de mon histoire chez Microsoft, il y avait 54 nationalités, on parlait toutes les langues. Ici, on parle français dans les couloirs. En réunion ou dans les documents, c'est évidemment que de l'anglais. Mais il y a quand même quelques accents. Oui. Mais voilà. c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Après, on est hyper connecté avec les capitales parce qu'en fait, plus de la moitié de mon staff, en fait, est dans les pays. Donc, j'ai presque 700 personnes au Brésil. Il y en a 300 et quelques, je pense, à Madrid, à peu près autant à Milan, à Varsovie. Donc, on est dans plein de pays, en fait. Hein, et donc, ça aussi fait qu'on brasse du multiculturel. Ça apporte son lot de complexité, mais aussi son intérêt. Je pense que quand tu bosses dans une boîte internationale, c'est grisant de voir qu'il y a d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et en tout cas, je sais que toutes les équipes qui ont cette chance dans leur métier d'aller faire ces voyages,
Il y en a personne qui me dit flûte, je suis pas content, je suis allé à Madrid hier, quoi. Donc non, ils sont plutôt contents d'y aller à chaque fois. Et comment tu fais pour infuser cette culture d'entreprise au sein d'équipes qui sont aussi éparpillées? Et cette culture de l'innovation, cette culture tech? Ça, c'est un truc que j'ai lancé dès le départ, en fait. Dès que je suis rentré du Brésil, une transformation digitale, ça s'appuie sur 2 choses, hein. Transformation de la culture et transformation de la structure. Alors la structure, c'est la tech, la manière dont tu vois ton SI dans le futur. Certes, c'est obligatoire. Mais si tu l'oublies, le côté culturel, ça marche pas. Et donc, j'ai essayé de créer ce que j'ai appelé un esprit one team. C'est-à-dire déjà, bon, tu travailles dans le digital, moi, que tu travailles à Madrid ou que tu travailles à Lille, ça change rien pour moi. Il faut que tu aies compris le projet d'entreprise, il faut que tu aies compris nos drivers culturels. Donc UX first, l'agilité, la data, travailler en in-source en interne. In-source, tu dis? Oui, c'est un peu de l'open source interne. C'est être capable de dire, je travaille en toute transparence, tu as codé un truc, tu ouvres ton code, l'autre veut pouvoir améliorer ton code, c'est open. Donc vraiment, on a une culture très transparente en interne à la boîte. Donc c'est vraiment mettre ça au service du digital. Et puis une culture de partenariat avec le business. Donc on n'est pas un petit monde à silo à l'intérieur, on essaie d'être hyper connecté avec le business. Typiquement, les product managers et toute la file product management, elle reporte au business chez nous. Elle me reporte pas directement. Donc on est en dotted line pour que justement, en fait, on ait une implication complète avec le business. Donc ça, c'est des éléments de culture que j'ai imposés dès le départ pour faciliter cette transition. En fait. De l'expérience que j'avais eue au Brésil, les silos, ça tue une transfo. Quand la tech est au service du métier et puis n'a pas son mot à dire et pas respectée pour ses propres problématiques, ça tue une transfo. Donc il y a plein de facteurs qui tuent une transfo. Et à l'échelle d'un groupe international, il faut être très vigilant. C'est assez rare, hein, je dois noter, d'avoir cette fluidité, cette bonne entente entre les services. Il y a du challenge. Pour avoir connu aussi des grands groupes, je sais que les techs, c'était à la fois les alliés, mais souvent, bon, ils en font qu'à leur tête, ils ne nous écoutent pas. Et vice-versa, d'ailleurs. Ouais, c'est un vrai challenge. C'est un challenge. Et bravo de l'avoir relevé. Tiens, est-ce qu'il y a des postes? C'est quoi les postes à pourvoir là en ce moment chez ADO? Sans peut-être aller dans le détail, mais dans quels univers? Écoute, on a des postes évidemment dans l'IA, je pense comme tout le monde. Là, c'est un peu la bataille. On a des postes de PM, on a des postes Product de manager. Product manager, oui, pardon. Des postes de développeurs, évidemment, lead engineer. Donc on cherche quand même des gros tech leads, des gens assez costauds, surtout sur la partie site web, vraiment. L'engineering de notre site web est assez complexe, hein, entre le moteur de recherche qu'on fait nous-mêmes. Tu parlais de CMS, on a effectivement notre propre CMS. On a presque toutes les briques d'un gros site e-commerce sont développées chez nous. Donc il nous faut des très costauds en termes de tech lead et engineer, quoi. Tiens, alors si tu devais parler à quelques candidats qui seraient peut-être plutôt tentés par tradition de regarder ce qui se passe à Paris, dans des boîtes plus traditionnelles, comment tu leur vendrais ADO, le projet ADO? Bon, déjà, l'ambiance est cool. On est exigeant dans ce qu'on a à faire, mais franchement, on s'entend bien. Ça, on le ressent quand même, ouais. je dois le dire, quand je suis arrivé ici, on sent que voilà, il y a des sourires, les gens sont contents de se retrouver. Il y a quand même une bonne vibe dans vos bureaux. Donc voilà, c'est pas juste des mots. Mais c'est vraiment moi-même ressenti. Merci. Mais tu sais, chez ADO, le cœur de la stratégie, c'est l'humain au cœur de l'entreprise. C'est vraiment très important. On a toute une culture d'entreprise où on essaie de décentraliser, entre guillemets, de responsabiliser chaque personne. C'est vrai dans les magasins, un directeur de magasin, il a beaucoup de liberté, un vendeur, il a beaucoup de liberté. Et nous aussi, on cherche à faire ça dans notre fil digital. Donc un développeur, il a beaucoup de liberté pour s'exprimer, pour donner son désaccord. Et donc ça fait que tu as une ambiance où tu as voix au chapitre, en fait. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que chacun ait un cadre de liberté très clair. Et que dans ce cadre de liberté, il s'éclate, en fait. Et donc tu peux pas tout faire ce que tu veux, c'est pas la foire. Mais t'es pas non plus contraint à être sur un rail de chemin de fer et faire que ce qu'on te dit, quoi. Donc on essaye de garder cet équilibre. Et ça, je pense que ça crée une ambiance, en fait, où de raisonnablement, tout le monde est contributif. Et je pense que ça, c'est chaque humain a envie de sentir qu'il est contributif à quelque chose. Pourquoi il se lève le matin? Est-ce qu'il est content d'avoir produit un truc cool avec ses équipes, avec ses potes à la fin de la journée? Moi, je pense que c'est ça, la vie. Tiens, moi, j'ai un gamin qui a 14 ans. Et donc,
Dans quelle voie tu conseillerais qu'ils se spécialisent, tech en tout cas, tech, dev, Mmh. IT, bref, pour être au bon endroit, au bon moment dans 10 ans quand il rentrera dans la vie active? Je pense qu'il y a plusieurs choses, comprendre profondément l'expérience utilisateur sera toujours un Mmh. nécessaire, Quoi qu'il arrive, quelle quoi que qu'il soit arrive. Ouais, la destinée de l'IA, et cetera, ouais. exactement parce que savoir, identifier un problème et y trouver une solution, l'IA sait pas encore le faire. L'IA sait te générer presque tout le reste maintenant de la chaîne. Les maquettes, mais si tu y promptes mal ce que tu veux parce que tu as pas compris le problème, il va te sortir un truc qui sert à rien. Donc, avoir une vraie bonne vision, UX des choses, au sens, pas UI, mais vraiment au sens expérience utilisateur. Comment et un mindset d'automation, un mindset de créativité des processus, c'est les 2 choses qui sont pour moi fondamentales Donc à un apprendre. esprit logique Ouais, aussi. esprit logique. Moi, j'aime beaucoup la systémie, tu sais? C'est vraiment comprendre quelles sont les incidences et les causes et effets des choses, dans tes processus et ça, c'est une skills qu'on malheureusement n'apprend pas trop aujourd'hui. On apprend beaucoup, les raisonnements séquentiels et pas forcément les raisonnements en boucle. Or aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est fondamental et demain avec l'IA, bah, ceux qui vont créer des boucles les plus rapides, les transitions d'information les plus rapides, les raccourcis les plus rapides, ceux qui vont réussir à créer les systèmes les plus efficients. Donc aujourd'hui, la capacité d'observer, les gens, je pense que c'est, une skills, fondamentale. On a vu des annonces récentes là d'un géant de la recherche, qui, met beaucoup d'IA dans ses pages des résultats. Ça va totalement remodeler la façon dont les gens, heu et donc les internautes recherchent de l'information et trouvent de l'information, sur internet. Et la petite musique qu'on entend, c'est que finalement le référencement naturel des sites, sera, moins, stratégique qu'il ne l'est demain qu'il ne l'est, aujourd'hui. Parce que finalement, quand tu vas faire ta requête dans ce moteur de recherche, tu auras une réponse et c'est tout. Enfin, et la bonne réponse. Et donc, quand tu seras en position 1 ou 2, finalement, dans ce moteur, ça n'aura plus beaucoup de sens, ni beaucoup de valeur. Et donc, on s'attend à une baisse énorme de trafic sur des sites qui ont beaucoup misé sur le référencement naturel. Un géant comme ADO mise beaucoup sur le SEO et c'est vrai que les sites sont très très bien référencés. Euh, est-ce que c'est des sujets que vous avez en tête, c'est des sujets de Alors préoccupation évidemment. et comment, avec la façon dont vous êtes organisé aujourd'hui, comment vous vous préparez à l'après? Comment vous commencez dès maintenant à construire les briques de la consommation et de l'e-commerce mais alors là, on ne se parle même pas de 5-10 ans, c'est Ah, c'est déjà peut-être maintenant, l'année prochaine, quoi. bien sûr. Bah, déjà, on a une équipe dédiée à ça, hein, évidemment, donc ils travaillent au référencement dans les LLM. Comment on se fait, connaître? Alors, le gros avantage quand tu es la marque leader, c'est que naturellement, statistiquement, le LLM te fait sortir en premier, puisque la probabilité qu'on t'ait cité plus que les autres, fait que lui, dans sa fonction, dans sa manière même d'être construit, te sort en premier. Évidemment qu'il va y avoir un modèle, et c'est ça où on est vigilant, où les LLM vont faire payer Bien le sûr. fait d'être là, ce qui est pas, et donc peut-être détruire même le concept d'SEO. Mmh. Donc ça, où on est vigilant, faut faire attention. Après, il faut pas oublier que, bon, ça, c'est la vie digitale. Et là où tu vas effectivement te battre pour vendre un tournevis avec Amazon et te le faire livrer chez toi, ça aura un impact. Mais le vrai impact, en fait, c'est sur la vie physique à côté. C'est-à-dire, tu es en train de bricoler chez toi, tu m'as dit que tu étais bricoleur. J'imagine que c'était arrivé de te dire: «Zut, il me manque un truc». Mmh. Et là, ton réflexe, ça a été quoi? Ça n'a pas été de prendre ton téléphone et te dire: «Je vais me faire livrer demain matin». C'était de Non, prendre c'est ta sûr. voiture et d'aller au Leroy Merlin d'à côté parce que tu voulais finir ce que tu avais commencé. Et donc être présent et être à 20 minutes de chaque Français avec des enseignes qui ont, suffisamment de stock, suffisamment de produits pour résoudre ton problème Mmh. là, ça restera demain, valable. Donc évidemment qu'on travaille pour pas disparaître, j'expliquais ça en introduction tout à l'heure, mais c'est une chaîne continue. Donc ça veut dire que tu dois aussi être pertinent pour avoir les bons stocks au bon endroit, la capacité de livraison, le plus vite possible, des enseignes attractives, tu vois? Le fait que ton magasin, il soit pas dégueu et que tu aies pas envie d'y aller. Des gens sympas quand tu sois dans le magasin parce que tu vas arriver et compétent, et c'est tout cet ensemble-là, en fait, qui doit être travaillé de concert.
Donc nous, on travaille dans un monde digital, ça fait qu'on a une tendance à polariser ça. Mais les LLM, en fait, voilà, ils vont contribuer, comme l'avait fait l'e-commerce, à une forme de remettre un peu l'église au milieu du village. Comment, en fait, on conçoit notre marque dans ce nouveau monde d'IA, comme à l'époque, comment on l'a conçu quand Google est arrivé. Et je ne pense pas que ça va effacer notre marque. Par contre, on doit nous s'adapter. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, quand tu vas interroger Google ou que tu allais sur des sites de comparatifs, j'ai fait le cas moi-même il y a une semaine. Avant, j'allais sur des sites de comparatifs pour comparer des tondeuses, ou même chez nous, Leroy Merlin. Et maintenant, tu demandes à ChatGPT de te comparer les tondeuses. Ouais. Donc, mais comment on est présent dedans, c'est notre travail, et on va faire ce travail. Ça, j'ai pas de souci là-dessus. Super. Peut-être un dernier mot pour finir, Mathieu, à partager avec nos auditeurs. Bah, écoutez, je suis content de vous avoir reçu. Je suis content de faire découvrir un petit peu ce qu'on fait chez ADO. C'est vrai qu'ADO, c'est pas une marque connue. Donc, Leroy Merlin est très connu, mais ADO, c'est pas une marque connue. Et effectivement, j'avais à cœur de partager un peu ce que font les équipes, parce que c'est aussi pour leur rendre hommage. Dans cette semaine de Dev Summit, c'est leur moment. Ils montrent à la communauté entière tout ce qu'ils font au cœur de l'année, aussi complexe soit-il. Et donc, moi, ça me fait très plaisir de leur rendre hommage et d'être leur porte-voix. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir accueilli ici dans ce campus qui est encore une fois très agréable. Et j'espère bien pouvoir revenir prochainement. Avec plaisir, tu es bienvenu. Salut Mathieu. Merci.